Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Back Issues est de retour pour ces numéros estivaux qui sont là pour faire un petit peu le rattrapage des lectures qui sont sorties là pendant les dernières semaines du côté de nos chers éditeurs de VF. Et aujourd'hui donc on a pas mal de petites sorties plutôt sympathiques à aborder ensemble avec bien entendu, puisque je ne suis pas seul pour faire cette émission, sinon ce serait, alors certes tout aussi fantastique, mais un peu plus ennuyeux quand même, on va le dire. Donc disons-le, Corentin, heureusement que tu es là quand même. Ça va Arnaud ? Ça va très bien. Super, cool. Et cool. Voilà, donc Corentin a repris 12 litres de sucre. Sugar rush. Voilà, il a pris 12 litres de sucre en intraveineuse avant de faire cette émission, sugar puisque même si vous les écoutez à des intervalles un petit peu espacés, faut savoir que nous on les fait parfois à la suite justement pour parce qu'après sachez que l'ami Corentin va partir en vacances. C'est dingue. Et que donc on devra faire des podcasts à distance tout simplement. Sur la plage. Depuis le Portugal. Exactement. Tout à fait. Non, on ne fera pas ça, non, il faudra te laisser te reposer un petit peu. Alors Corentin, je vais te laisser la parole pour commencer, puisqu'on va commencer ce podcast avec la sortie qui est grosso modo dans l'ensemble des sorties qu'on va aborder dans cette émission, qui est la moins bonne, disons-le clairement. c'est pas terrible. Oui. Donc ça 3,5 au moins. Ça s'appelle 2 vraiment. Ça, je vais te fumer. Ouais. Donc ça s'appelle Un été cruel d'une team là qui s'appelle Ed Brubaker et Sean Phillips avec Jacob Phillips aux couleurs, et grosso modo ça c'est un album sorti chez Delcourt et qui compile en fait les 12 numéros en VO de Criminal Volume 2, qui est en fait grosso modo. T'as dit les 12 numéros? Ouais. C'est pas 12 numéros? Ah ben si on a plus ça. C'est Criminel 5 à 12 je crois. Donc ça doit être non ça non l'album reprend vraiment les numéros 1 à 12. C'est vraiment tout le truc. Il y a toute la série. Incroyable. Du coup. Donc parce que ça forme vraiment tout l'arc, même si ça s'appelait pas forcément Cruel Summer, si ça avait été juste le nom à donner à une certaine partie. Et donc ça se situe un petit peu en préquel de la série principale Criminal, en montrant des personnages qu'on a déjà pu voir, ce genre de choses. C'est vu, on dirait qu'il connaît hein. Ah ouais, c'est ça. On dirait effectivement qu'il connaît, mais parce qu'en fait, ce qui est bien justement, c'est que voilà, moi, je vais peut-être commencer par moi. Alors bien sûr, c'était du troll de dire que c'était nul parce que c'est excellent, c'est incroyable. Vraiment, c'est une pure BD de polar, de genre, de ce que tu veux. Mais l'important, c'est que même si ça se situe dans l'univers de Criminal et que ça fait écho en fait à des personnages que ceux qui ont déjà lu les 7 volumes précédents connaissent très bien. Même quand tu n'as pas lu, en fait, tu comprends en fait, tu sais qui est important. Tu sens en fait sur quel personnage en fait s'intéresse la série principale, parce que c'est simplement en fait le talent des gens qui savent bien écrire en fait qui arrivent à te mettre l'emphase. Mais grosso modo c'est vraiment donc une intrigue dans laquelle en fait on suit un certain monsieur qui s'appelle Tig Lawless qui tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Jane. Ensemble ils veulent monter un coup, et en même temps l'un des fils de Tig, donc Ricky, commence à prendre là aussi la voie en fait du gangsterisme, du braquage, du petit banditisme à l'américaine. Et accessoirement il y a aussi un détective privé qui a été dépêché pour retrouver cette Jane. Donc c'est vraiment la façon très classique de faire une histoire avec plein de personnages donc qui ont leurs intrigues propres et séparées, mais qui vont chaque fois finir par se rencontrer et pour aller vers des choses qui a priori on est dans le registre du noir, ne vont pas forcément bien se terminer. Donc je n'en dis pas plus sur l'intrigue. Tu t'as dit que tu me laissais commencer en fait. Ouais, mais en fait, tu es en train de partir sur un petit monologue des familles. Mais attends, mais en même temps, c'est bien la preuve que le truc m'a enthousiasmé de ouf. Mais c'est vrai que c'est beau. Tu vois. C'est vrai qu'en fait, Arnaud se fout de ma gueule tout le temps avec Criminal. Dès que je dis du bien de Criminal, il fait ouais, bof, c'est pas terrible. Mais pour l'embêter. Alors qu'en fait, pas du tout. Non, c'était vraiment excellent. Et justement, la façon dont il arrive à chaque fois. Ah, tu recommences là. Non, mais la façon dont il arrive sur chaque chapitre à prendre vraiment des points de vue des personnages différents, à les faire progresser, mais à réussir à faire en même temps progresser l'intrigue au global. Enfin, il y a une maestria de la narration, il y a une maestria du dessin, mais vas-y, je te laisse présenter. Tout simplement, c'est tout. Non, mais continue, j'aime bien quand t'écouter parler de bien de Criminal. Vas-y, à toi. Parce qu'il faut savoir que Arnaud a fait la critique d'une BD qui s'appelle Mes héros ont toujours été des junkies. Et ça, tu me le pardonneras jamais, je crois. Et en fait, cette BD-là, non, mais je vais donner un peu de contexte. En fait, cette BD-là qui est arrivée comme le premier roman graphique, donc direct de Drew Baker et Sean Phillips et Jacob Phillips dans leur contrat d'exclusivité. Alors je crois que My Hero c'était encore mis en couleur par Elizabeth Breitweiser. Tout à fait, ouais, mais je crois que c'est le premier de Jacob, c'était celui-là, il me semble, à la colo justement de son père. Oui. Non, le suivant du coup.
Parce que My Heroes, il me semble qu'il est encore fait en cours. Non. Ok, bon, non. on vérifiera. Je suis quasiment sûr de moi, mais bon, on vérifiera okay. plus tard, mais bref, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'en fait, quand ce bouquin-là a été annoncé, on croyait que ce serait juste une nouvelle histoire de Ed Brubaker, dans cette espèce de productivité folle qu'il a depuis quasiment 10 ans maintenant, depuis qu'il est passé en exclusif chez Image Comics, et en fait, pas du tout, puisque, c'est une histoire originale, évidemment, mais dans les dernières pages, on apprenait qu'en fait, il y avait effectivement un lien avec la grande saga de la carrière de Ed Brubaker et Sean Phillips, qui est donc la saga de Criminal. Donc, pour vous résumer ça commence en 2006, il y a 15 ans maintenant, avec la série Criminal Coward, qui donc raconte l'histoire d'un braqueur qui s'appelle Léo, voilà, qui est donc le premier personnage qui est introduit à cet univers-là. Et on nous explique dans le premier tome de Criminal que Léo, en fait, est un lâche qui était lié à un grand criminel, à un grand braqueur qui s'appelait Tig Lawless, effectivement. Et voilà, pourquoi est-ce que Léo, entre guillemets, était important ? Parce que lui, en fait, pose l'idée que, grosso modo, à la fin du premier volume, que il a bel et bien tué Tig Lawless. C'est l'élément déclencheur de la première série, en fait. Et tout le long, en fait, de la série, on va croiser la figure de Tig Lawless dans différentes histoires qui sont plus ou moins liées à sa famille, parce qu'il y a d'autres héros qui vont avoir droit à leurs propres histoires. Il y a Ricky, effectivement. Il y a surtout Tracy Lawless, qui est donc l'aîné de la famille, qui, lui, quitte le foyer parce que Tig Lawless est un alcoolique violent, etc., pour entrer dans le service militaire. Il aura droit à plusieurs aventures à lui, etc. Mais on n'abordera jamais vraiment, en fait, ce moment où tout a basculé pour la famille Lawless et pour Léo. Donc le moment où, entre guillemets, il bute le vieil enfoiré. Donc on le croise tout le temps, etc. Et enfin, quand justement était admise l'idée que mes héros ont toujours été des junkies, était bien la reprise de Criminal, la nouvelle série était annoncée. Et enfin, la promesse était: on va finalement raccrocher les wagons, on va revenir au point d'origine même de cet univers-là, parce que c'est vraiment un univers qui se passe dans un seul et même environnement qui s'appelle The City. Et que dire sinon que j'aimerais bien voir Star Wars 3 réussir à reconnecter les wagons de ce niveau-là. Enfin, il y a quand même très peu de sagas, de préquels ou quoi, qui arrivent à être aussi parfaites dans leur exécution, à donner un tel sens, un tel corps à toute une série de trucs qui sont passés avant et qui partent tous du même point d'origine. Donc là, effectivement, comme tu l'as dit, on va principalement suivre le point de vue de Tig et des deux gamins, avec d'autres histoires entremêlées. On voit en fait l'expérience qu'a Keith Brubaker en tant que storyteller, c'est-à-dire que c'est un fan de romans, c'est un fan de films, de vieux films de gangsters, de vieux films d'espionnage et compagnie. On l'a toujours vu beaucoup narrer en fait, de toute façon en général. Ah, c'est du James Ellroy en BD, quoi. Exactement, voilà, ou du Raymond Chandler et compagnie. Enfin, il y a moi, tu pourrais limite enlever les cases, tu pourrais enlever le dessin, ça resterait fascinant à lire parce que le mec est juste beaucoup trop fort. Ça, on commence par le point de vue justement du détective et c'est déjà une sorte de nouvelle en fait intégrée à l'histoire parce que on va suivre son parcours, son point de vue, comment est-ce qu'il remonte la trace de Jane. Après, on a d'autres histoires sur Jane elle-même, etc. Et il y a un ensemble composite de profils, de figures, un petit peu comme Sin City, tu vois, qui a quand même été un petit peu l'une des premières BD comme ça d'univers de gangsters avec des scénarios entremêlés et tout. À côté de ça, Sean Phillips est en feu. Le mec, par rapport à Criminal Coward, justement, la première série, qui est compliquée à lire aujourd'hui. À l'époque, il avait un trait à la Jock, tu vois, très déstructuré, une colo numérique qui était à l'époque où on faisait de la colo numérique de piètre qualité. Là, avec Jacob Phillips, justement, et cette énergie qu'il a acquise de son côté. D'ailleurs, tu avais raison, c'était bien son premier travail sur Mes héros. Et voilà. Donc maintenant, tu vas le dire pour tout le monde. Corentin, c'est qui ? C'est le patron. Voilà, c'est le patron. Merci. Voilà, c'est le podcast. Enfin, on rentre dans l'histoire. J'assume pas du tout ce podcast. Du coup. Mais donc, qu'est-ce que je disais ? Tu m'as interrompu. Mais voilà, donc il y a vraiment une façon de faire de la mise en scène, des pleines pages qui sont merveilleuses. En fait, des pleines pages qui justement servent d'expédient au texte de Brubaker. Tu vois, comme la scène où le détective est dans sa bagnole et juste il regarde derrière lui et t'as 8 bulles de narration, 8 cases de narration qui t'expliquent et tout. La scène, justement, la fameuse scène qui conclut le volume avec le flingue, avec Tig et tout, qui est merveilleuse, qui est prophétique et tout. Enfin, c'est vraiment pour moi, Brubaker, je pense qu'on en a déjà assez parlé, c'est un génie en fait, simplement de l'écriture. Comme il y en a peu, c'est un mec qui sort en fait, qui jaillit de ce passé glorieux qu'ont été les années 60, 70 et 50, même pour la fiction de détective, pour la fiction de gangster, pour ces grandes icônes américaines. En général, Brubaker écrit toujours au passé. Il y a très peu d'histoires contemporaines dans sa carrière, à part peut-être Kill or Be Killed. La plupart de ses BD, en général, c'est les années 90, 70, 80, c'est pareil pour Reckless récemment, tu vois, parce que lui c'est un mec, c'est un fan, c'est comme Tarantino, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à écrire sans rendre hommage, et là quelque part il rend hommage à tout ce qu'il aime, c'est-à-dire à la fois le braquage, à la fois les histoires familiales de salopards, le père alcoolique et tout. Puis le fait de placer, tu vois, la délinquance juvénile avec le personnage de Ricky, c'est aussi une façon d'exorciser son propre passé parce qu'il a été un délinquant juvénile aussi. Tout à fait, ouais, c'est comme dans My Heroes justement, oui, ça a été un toxicomane quand il était jeune, il a failli faire de la tôle et tout. Même dans Reckless, il évoquait récemment la mort du père, parce que le père de Brubaker est mort récemment.
on peut aussi poser la question de qu'est-ce qu'il met de Tigloles, de son père à lui dans Tigloles et compagnie. Enfin, parce que Brubaker est on appelle ça en anglais un army brat, c'est-à-dire que c'est un fils de militaire qui passe comme ça de ville en ville en fonction de où son père est affecté. C'est un truc qui l'a beaucoup marqué et qui du coup nourrit le fait que toute sa vie il a dû lire parce qu'il avait pas beaucoup de potes et donc c'est la fiction qui l'a un peu aidé à se trouver. Et aussi le côté son père était un porte-flingue, donc ça l'a toujours fasciné, cette image d'homme viril, et lui justement qui se sent toujours inférieur à ça. Et c'est un petit peu aussi pareil toute la saga criminelle, c'est que Tigloles c'est un vrai gangster, il est vraiment doué dans ce qu'il fait, alors que ces gamins, alors soit ils refusent d'être des gangsters mais finalement ça va leur tomber dessus, soit comme Ricky ça va être des ratés de la gâchette et ils vont finir par avoir une vie assez triste. Donc là dans l'ensemble vraiment, si vous aimez le cinéma de gangster, si vous aimez Scorsese surtout, parce que le comparatif est forcément un peu évident, même si c'est quelque part un peu plus du Coppola puisque c'est une saga familiale comme Le Parrain et tout, mais il y a vraiment une façon d'écrire les gangsters que je pense, à mon avis, je mets peu de gens devant Brubaker dans les arts en général au niveau des sagas de gangsters comme ça. Pour moi, Criminal, c'est vraiment l'équivalent séquentiel des Sopranos, des Affranchis, de Casino. C'est génial, c'est parfait, il y a pas de faute de rythme, tous les personnages sont intéressants, ils ont tous des gueules. Graphiquement, Sean Phillips, enfin la gueule de Tigloles, tu vois, on dirait un acteur. Moi, franchement, j'ai cherché pendant plein de fois, en fait, à voir s'il avait pris vraiment des références de la vraie vie. Tellement les gueules qu'il leur fabrique, en fait, sont tellement évidentes, tellement naturelles, que t'as l'impression de les avoir déjà croisées dans un film comme ça, un peu crasseux et tout. Donc ouais, non, enfin c'est parfait, quoi. Il y a rien d'autre à dire. Pour moi, c'est peut-être le meilleur tome de Criminal jusqu'ici. Avec Wrong Time, Wrong Place, qui raconte comment Tig emmène son gamin en road trip pour aller faire des contrats, le gamin en question étant Tracy. Il faut que tu le lises celui-là d'ailleurs. Et enfin voilà, c'est merveilleux, je te dis, d'arriver comme ça aux 15 ans quand même, tu vois, 15 ans pour revenir au premier truc qui a été le motivateur de la première série, avec ce mec dont on parle depuis tellement longtemps. C'est comme si, tu vois, on te faisait... c'est comme si on te faisait sur l'intro dans le parrain 2, du coup tu n'as pas vu le parrain, c'est pas grave, t'es pas un vrai cinéphile. Absolument pas. Je la ramène d'outre-tombe cette vanne, tu vois. Oui. Dans le parrain 2, en fait, on suit Vito Corleone jeune quand il monte son premier empire, etc. Mais imaginons que ça n'ait pas été fait dans le film et qu'en fait, je sais pas, 30 ans après, Coppola se dise vas-y, maintenant je vais faire une préquelle et je vais raconter cette histoire-là. Et que ce soit fait comme ça a été fait dans le parrain 2, c'est-à-dire de manière magnifique, propre, belle, et qui vraiment respecte la continuité de bout en bout. C'est-à-dire que il l'a écrit au fur et à mesure, en fait. Tu vois, il l'a écrit au jour le jour, de tome en tome. Il a densifié la mythologie et ça se voit. Genre, il y a des personnages qui sont morts trop vite par rapport à ce qu'ils avaient à dire. Mais au final, quand t'arrives à ce point-là, tu te dis que tout est cohérent. Comme s'il avait une sorte de grande fresque chronologique et que il avait dit, bah voilà comment ça va se terminer, entre guillemets, parce que c'est probablement terminé. Il y aura sûrement d'autres tomes de criminels à l'avenir. Mais quand t'arrives à ce point-là, en fait, tu te dis, mais putain, c'est incroyable. Limite, t'aurais envie qu'ils fassent des remakes des premières histoires qui étaient un peu plus faibles au niveau du dessin et qui avaient parfois plus de fautes de style, enfin de rythme et tout, pour en fait profiter de cette espèce de magnificence qu'ils ont gagné tous les deux, quoi. Donc, enfin non, c'est génial. Je le dis. Lisez Criminal si vous aimez, comme moi, les gangsters et la fiction en général avec des mecs bizarres qui ont des flingues. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui attendent simplement que Delcourt en fait ressorte en intégrale Criminal, parce que. Ah mais dans quel ordre aussi, tu vois, c'est un peu tout le truc. Bah là, faut faire une intégrale avec les 7 tomes qui sont parus et tu fais juste les, je sais pas, tu fais. Alors de parution, tomes, ouais. Après au niveau du graphisme, ça se défend un peu. Et oui, du coup Jacob Phillips aussi. Bah voilà, je veux dire. Brut, hein, ce gamin. Les deux scénaristes et dessinateurs étaient déjà des géants dans leur domaine. À l'inverse, je pense que Jacob Phillips va compter demain pour les coloristes comme Jordi Belair a pu compter hier ou quoi. Enfin, c'est bah, vraiment toujours Jordi Belair en plus. Hein, oui, mais je veux dire quand elle est arrivée, tu vois, qu'elle a vraiment chamboulé le marché en mode genre voilà comment on fait une plage de couleurs et tout. Que là, pour le coup, ce qu'il fait lui avec cette espèce de nappe vaporeuse qui vraiment fond de l'éclairage, en fait, ce qu'il fait, c'est de la photographie de cinéma, tu vois. C'est-à-dire que il fait pas des aplats par rapport aux textures, tu vois, c'est pas genre la veste est marron, le fond est violet, la lumière est jaune, etc. Il fait genre une sorte de nappe qui enveloppe tout et qui passe sur les visages et qui passe sur les décors et qui passe sur tout, etc. La scène où il braque une salle d'arcade, par exemple, ouais. C'est incroyable. Enfin, genre, la colo qu'il fait, c'est du Amblin, tu vois, dans l'univers de Criminal. Donc non, enfin moi, il y a rien à dire, quoi. Ça défouraille, ça tue. On est d'accord. C'est plutôt parfait. Et j'aime les comics parce que Ed Brubaker. Et c'est donc du coup c'est disponible, hein, c'est sorti là cet été chez Delcourt, donc on vous encouragera à sauter dessus. Et comme je vous l'ai dit en préambule, même si vous n'avez jamais lu Criminal, bah, c'est une très bonne porte d'entrée dans cet univers. Puis ça. Et puis, est-ce que tu comptes rattraper toi du coup? Bah bien sûr, oui, je suis content. Du coup. Bah oui, j'adore. Non, mais après moi je me moque de toi pour rigoler, quoi. C'est juste parce que ça me fait marrer, parce que je sais que parce qu'effectivement j'ai moins apprécié My Heroes parce que j'avais pas les clés là-dedans, mais justement à l'inverse de My Heroes, celui-là tu peux le kiffer de ouf sans avoir les clés de compréhension de cet univers non plus. Et bah ça c'est très très fort. Donc voilà, une recommandation 5 étoiles de la part de l'ami Corentin.
On passe maintenant du côté du petit éditeur Vestron, qui nous sort alors là une sacrée curiosité, un joyau des 90s, on va dire. Le mot est faible. Qui s'appelle Tortue Ninja Body Count. Donc c'est écrit par Kevin Eastman, le co-créateur des Tortues Ninja, et c'est dessiné par Simon Bisley. Donc grande plume, on va dire du style punk, et qui est un style graphique qui désarçonne. Hein. C'est généralement, il faut être fan de Bisley pour aimer Bisley. Sinon c'est du Lobo qu'il a fait notamment. C'est du Lobo. Il a fait du 2000 AD aussi. Il a fait du heavy metal, je crois, et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est un pote de Kevin Eastman, puisque si tout le monde connaît les Tortues Ninja parce que le dessin animé des années 80 et 90, qui a mis des jouets entre les mains de plein de gamins, qui a mis des très bons jeux vidéo entre les mains de plein de gamins, etc. Le fait est que Kevin Eastman, c'est aussi un fan de punk, c'est aussi un fan de violence. Les premières Tortues Ninja étaient vraiment plus violentes que ce qu'on a eu par la suite en tant que produit grand public, on va dire. Et lui, ça lui fait pas peur du tout, en fait, de faire un truc vraiment très bourrin, etc. Donc, au départ, en fait, le projet, je vais paraphraser Aptéis, qui en a parlé récemment dans un podcast de Tales from the Sewer qu'ils ont consacré justement à Body Count. Si vous voulez un avis plus élaboré, vous pouvez éventuellement vous y référer. Big up les gars. A priori, justement, c'est Eastman et Bisley qui sont croisés dans un circuit de convention pour les signatures. C'est de toute façon l'histoire est expliquée en postface dans le bouquin de Vestron. Voilà, donc ils étaient fans, je vais la résumer. Ils étaient fans Eastman était fan de John Woo. Il a montré 3 films de John Woo, The Killer et 2 autres. Ouais. The Killer, Du plomb dans la tête et un autre effectivement. Enfin voilà, des chefs-d'œuvre. De toute façon, voilà, John Woo, c'est un grand mec du film du cinéma d'action des années 90 de Hong Kong. Donc ils se sont dit, on va rendre hommage à ça avec les personnages des TMNT, que sont donc Casey Jones et Raphaël, qui sont deux des personnages préférés de Eastman dans la saga, on va dire, qui s'intéressent plus à eux qu'aux Triceratons et compagnie. Donc évidemment, quand tu pars des années 90 avec un dessinateur punk, un mec qui vraiment se dit, on s'en fout, sans continuité, on va s'amuser. Et on est à l'époque des flingues, on est à l'époque des nichons, on est à l'époque des rixes urbaines, de la guérilla urbaine vraiment très vénère. Et des gros mots balancés dans tous les sens. Et on est chez Image Comics surtout, puisque c'est peu de temps après que Mirage du coup ait lâché les Tortues Ninja à Eric Larsen, qui d'ailleurs dans la VO répond à la postface en fait des différentes lectures, etc. Il explique plein de trucs, il dit le but c'était vraiment de casser l'image des tortues et tout, ce qui est à moitié vrai, parce qu'en fait il y a quand même eu 2 ans entre la gestation du projet et la parution. Et donc, ça raconte, en fait, c'est un stéréotype de fiction des années 90, c'est-à-dire une nana qui débarque aux États-Unis. Donc, c'est Midnight. Voilà, Midnight. Elle a la mafia au cul, dont Johnny, un gangster avec des mains de robot. Et elle va croiser par hasard la route de Casey Jones qui se bagarre dans un bar et de Raphaël qui vient aider son pote. Et ils vont ensemble, défourailler les gangsters qui sont de la mafia hongkongaise, qui sont aux trousses de Midnight. Donc, scénaristiquement, ça tient sur un post-it plié en 3. C'est très honnêtement écrit avec le cul, mais c'est fait exprès en fait, je pense, parce qu'à mon avis, Eastman voulait vraiment juste s'amuser. C'est un délire. Ils se sont juste dit, vas-y, on veut 90 pages de pur actionneur débile mais vraiment, mais irrévérencieux et outrancier dans la démesure, mais fait avec. Un premier degré qui s'assume en fait, c'est que ils sont là, même dans la postface c'est expliqué qu'au début c'était relativement, ils voulaient placer beaucoup de morts en hors champ et tout ça, et que Simon Bisley lui a répondu non, t'es con et tout, moi je veux mettre des têtes qui giclent dans toutes les cases, et du coup il y a des têtes qui giclent. Très subtil Simon Bisley. Dans toutes les cases. Ah ouais, mais pour le coup tu sens vraiment l'effet que Ah ouais, non mais attends, mais le dernier numéro de la série c'est du porno si vous êtes fan de flingues et de têtes qui explosent. C'est-à-dire que t'as vraiment Raphaël au début qui dit moi j'aime pas les guns et tout, parce que les TMNT normalement renaclent un peu à tuer quand même. C'est des héros, c'est des super-héros, c'est des guerriers valeureux, des samouraïs et tout. Là, des ninjas. Là, il y a vraiment un côté, Raphaël qui tombe accro à sa mitrailleuse et qui vraiment, t'as une page entière où t'as le canon qui sort de la case et qui explose vraiment la gueule d'un mec dans une case au tir bas. T'as aussi, les années 90, donc c'est aussi les nichons, comme je disais. Et Midnight, alors c'est un peu ridicule parce que la façon dont dessine Bisley, c'est un peu du Corben aussi, tu vois, c'est vraiment ce côté, on s'en fout de les corps sont déformés, on s'en fout de la morphologie, on s'en fout de l'anatomie, etc. Parce qu'on veut s'amuser, et donc forcément, elle a des seins qui font le 2/3 de ses épaules. Et à un moment donné, à la fin, il y a un combat final entre Johnny et Midnight, et évidemment, comme on est à l'époque de Elektra, on est à l'époque de Image Comics, on est à l'époque des Youngbloods et compagnie, et il faut que la nana, elle soit en string bikini, monokini, avec, tu sais, les espèces de stries au niveau des nichons pour qu'on voit bien le décolleté et tout.
posture idéale pour combattre, c'est que c'est une tenue que moi-même quand je vais me battre dans la rue, je mets ça, tu vois, normal. Ça rend moins bien quand même. Hein. Ça rend moins bien. Mais je suis pas dessiné par Simon Bisley aussi, tu vois. C'est sûr. Donc grosso modo, c'est vraiment un truc qui, je pense, va faire fuir tous les fans des TMNT de iComics, enfin de IDW iComics. Non, je suis même pas sûr. Peut-être qu'il y en a qui sont ouverts d'esprit. On va dire, mais il faut être ouvert d'esprit, et très clairement, il faut se souvenir que c'est Eric Larsen qui édite ça, que c'est juste avant le volume des Urban Legends, je crois qu'ils ont rappelé ça maintenant pour la réédition, où justement une lecture très pessimiste, très noire des Tortues qui va tout casser, où t'en as un qui est balafré, où Raphaël devient le nouveau Shredder, où t'en as un qui devient un robot, enfin Donatello qui devient un robot et tout, donc c'est vraiment un truc qui pareil énerve encore aujourd'hui, hein, beaucoup de gens qui détestent cette version des Tortues, qui est très extrême, qui est très violente, mais qui pour moi en fait marche comme une vraie curiosité iconoclaste. Ouais, et d'époque, en fait. D'époque, ouais, qui représente en fait la folie des années 90, la bizarrerie que peuvent prendre des franchises quand elles sont mises entre les mains de gros tarés, et qui est quand même faite avec l'approval de l'auteur, parce que c'est lui qui écrit les dialogues, c'est lui qui écrit le scénario et tout. Et pour moi, voilà, si vous la prenez comme on peut prendre Kickboxer, ou comme on peut prendre des bons films de Van Damme pour le côté série B parodique, quelque part, qu'on regarde au second degré, qu'on lit au second degré en l'occurrence, ça fait carrément le boulot. Moi, j'avoue que j'aime bien le trait de Bisley. Je sais que c'est pas une opinion très populaire en France parce que on a moins l'habitude de ce genre de dessin, mais il faut vraiment se dire qu'en fait c'est un génie du dessin, et s'il dessine moche, c'est fait exprès en fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Il fait exprès de faire des gueules qui veulent rien dire, des muscles qui veulent rien dire, des veines sur les bras où limite le bras n'est qu'une veine, tu vois, composé de petites veines. C'est pour à la fois pour faire chier, à la fois pour s'amuser, parce que c'est comme ça que lui il conçoit en fait la maximisation du muscle, etc. À limite, on peut même se demander si c'est pas une sorte de parodie assumée de justement cette espèce d'époque Rob Liefeldienne et compagnie. Donc moi en tant que tel, je me suis bien amusé. J'ai écouté le podcast du coup de Tales, et eux ils ont moins aimé que moi. Mais honnêtement, je pense que si vous êtes dans ma case de gens qui ont un humour un peu bizarre et qui aimaient les Tortues et qui aimeraient bien qu'il y ait plus de trucs vraiment un peu hardcore comme ça fait carrément le boulot. En fait, le truc qui est vraiment intéressant, c'est vraiment d'examiner l'objet, en tout cas cette bande dessinée par rapport à son époque, parce que effectivement, si c'était quelque chose qui était fait aujourd'hui de façon très premier degré, tout ça. Nickelodeon, je suis pas sûr. Ouais, non, mais ce serait quand même beaucoup moins marrant, ce sera assez beauf en fait, clairement. Mais là, quand tu sais dans quel contexte c'est paru, que tu arrives vraiment à situer ça juste comme voilà, c'est un énorme délire en fait régressif des 90s par deux gars qui avaient quand même déjà la trentaine passée, quoi. C'est juste, enfin c'est presque touchant en fait d'avoir une sorte d'écrin 90s. Moi je trouve ça moins parce que tu sens que même si c'est fait avec sérieux, enfin ils savaient, non, je pense qu'ils étaient très conscients de ce qu'ils faisaient, et que vraiment c'est Bisley qui veut vraiment juste s'amuser, s'éclater dans sa vision ultra décomplexée, punk, ce que tu veux, et que du coup ça a moins le côté genre je me la pète d'une Rob Liefeld à l'inverse, tu vois. Et je trouve que dans ce cas ça vieillit mieux en fait. Ça a beaucoup mieux vieilli que les Youngbloods ou ce genre de choses, non? Ouais, non, je suis d'accord. Les Youngbloods, ça a compté pour une génération entière, et donc faut pas en dire du mal apparemment. Mais j'en dis pas du mal, je dis juste que ça a moins bien vieilli. Je sais. Mais moi, je pense sincèrement qu'en fait, c'est comme ça, c'est comme The Mask, tu vois, de Arcudi. Ouais. Quand justement t'as le crossover avec Lobo, où le but n'est pas de raconter une histoire, le but c'est de montrer le Masque et Lobo qui vont s'étriper, voilà, se massacrer, se transformer, se mettre des patates et des nions et des missiles et des grenades et s'arracher la colonne vertébrale. C'est con à dire, mais moi justement je suis sensible à cette imagerie parce que j'ai grandi dans les années 90, où on était à l'époque du consumérisme, et aussi où la violence avait un rôle très différent dans l'image. C'est un peu trauma en fait comme esprit. C'est vraiment l'esprit trauma, ouais, mais trauma justement qui a aussi réagi comme une parodie justement de cette époque. Tu vois, le Toxic Avenger, c'est quoi? C'est une parodie des super-héros, où justement les mecs qui font de l'aérobic, les mecs sont très musclés, etc. C'est les vilains en fait, tu vois, c'est eux qui ils foutent de leur gueule à eux. Et dans les 90s justement, t'avais cette espèce de croisement entre un consumérisme très assumé avec des dessins animés qui étaient là pour vendre des jouets, hein, très clairement, Captain Planet et compagnie, et à côté un imaginaire qui adorait le crasseux en fait, qui adorait justement le côté l'urbain, c'est dangereux, tu vois, c'est-à-dire que t'as des punks dans les rues, t'as des mecs qui ont des kalash au kebab et tout, tu vois. Et là, pour le coup, ça assume ça, mais comme c'est fait avec un style qui est tellement bizarre, parodique, énervé, entre guillemets, exubérant, que du coup, ça rend le truc fun, à mon sens. Ce qui est pas le cas, justement, des artistes qui prenaient ça vraiment au sérieux, comme McFarlane, comme Liefeld, comme même Jim Lee, quelque part, où là, pour le coup, typiquement, quand je vois, moi, si tu veux, la case finale où Midnight est dans sa combi Electra, je rigole. Par contre, quand je vois justement Glory ou même les personnages de McFarlane justement dans Spawn, qui étaient des héroïnes, voilà, pareil, avec des abdos saillants, des nichons énormes et des cambrures qui n'existent pas, je trouve ça beauf. Tu vois, quelque part, c'est
c'est le regard qu'on porte justement sur l'industrie du punk qui a toujours été justement dans ce côté foutons-nous un peu de la gueule du mainstream. Et il faut quand même rappeler que Kevin Eastman a dirigé et possédé Heavy Metal pendant plus de 10 ans. Okay. Donc c'est un mec qui adore se foutre de la gueule justement du mainstream et trouver un petit peu les bizarreries à droite et à gauche. D'ailleurs, il a beaucoup produit Corben dans sa carrière. Voilà, donc tout est lié. Donc du coup c'est disponible chez Vestron et puis voilà, si vous aussi vous avez envie d'avoir ce regard curieux et tout ça, c'est quelque chose auquel vous pouvez aller jeter un œil. En tout cas, on vous le recommandera. On continue du coup avec aussi du bon comic books en mainstream. On passe du côté de chez Panini Comics pour aborder le premier tome de la série Black Widow de Kelly Thompson avec Elena Casagrande au dessin, qui a récemment gagné l'Eisner Award de la meilleure nouvelle série. Donc Black Widow forcément qui était mis en avant par Marvel avec une nouvelle série régulière, entre autres projets, puisqu'il y avait le film qui lui était consacré, et qui là du coup prend un parti pris de mettre Natasha Romanoff en fait au cours d'une mission. Il lui arrive quelque chose, elle passe par la fenêtre d'un immeuble, ellipse 6 mois plus tard, on la retrouve là, ou je sais plus, c'est 3 mois plus tard, ouais. En fait on la retrouve avec un mari, avec un enfant, avec une vie de famille rangée et tout ça, et du coup c'est Winter Soldier et Hawkeye qui enquêtent et qui se disent merde, mais qu'est-ce qui s'est passé, et donc on va aller découvrir qui a ou non brainstormé Black Widow et comment elle va pouvoir recouvrer ou non ses esprits. Corentin, qu'as-tu pensé de ce titre? J'avais complètement oublié que ça avait gagné un Eisner, et bon, du coup je vais pas tomber dans le piège de dire que ça ne le mérite pas et défoncer la série, parce que c'est une série qui est sympathique. Pour moi, c'est pas une série à Eisner. Moi, je vais t'expliquer pourquoi je comprends que ça allait gagner. Mais j'ai très hâte. Mais c'est dit avec sincérité, ça fait rien. Oui, c'est vrai. Mais voilà, après, effectivement, on voit aussi l'intérêt du marketing croisé. C'est quand même le 3e relaunch de Black Widow en 5 ans. Le dernier par les sœurs Soska, et encore avant, c'était alors franchement, 2014. Les sœurs Soska, c'était une mini-série, hein. C'était pas une régulière. Oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours un Black Widow 1 qui arrive quand le film arrive, etc. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant parce que le film parle notamment du fait que Black Widow n'a plus d'utérus et a été, comment dirais-je, pas castrée, il y a un mot pour ça, mais elle peut plus faire d'enfants, grosso modo, et là... Hystéromectisé, non, je sais pas comment. Hystéromectisé, je sais pas comment on dit. Hystéromectisé, tu parles de quoi pour faire ce mot-là? Hystérectomie, c'est le Hystérectomie. Donc je sais pas comment, je sais pas si ça se décline en adjectif. Mais bon, ils l'ont on lui a enlevé son stérilisé. Non. Ah oui. Stérilisé, ça. Du coup, oui, j'imagine, oui. Peut-être. Bon, bref, peu importe, grosso modo. Donc dans le film Black Widow et la continuité, normalement, elle peut pas avoir d'enfant. Et là, on la renvoie à son rôle de mère. Il y a Yelena qui vient passer une tête. Mais c'est plus la suite, en fait. T'as pas mal de personnages que tu vois dans le film qui apparaissent, et tu sais que ça a été un petit peu fait, ça a été un peu fait exprès. Donc là, c'était des petits, on les place là, histoire de... Mais grosso modo, c'est plus la continuité de Tales of Suspense, en fait. Oui, où, tout à fait. Justement, Hawkeye et Winter Soldier cavalaient après Natasha, qui est leur ex qui est leur ex commune, entre guillemets. Parce qu'elle était censée être morte. Voilà, et qu'on fait une saga à deux, notamment avec... Ils sont apparus dans la série Punisher d'Edmondson, puisque c'était Edmondson qui avait aussi écrit Tales of Suspense, à l'époque où il était qui a aussi fait Hawkeye Freefall. Rosenberg plutôt, alors. Oui, tout à fait. Pas Edmondson. Pourquoi Edmondson? Mais non, mais je suis resté sur le volume de Edmondson qui était vachement bien à l'époque. Bref, donc Rosenberg, effectivement. Donc là, on retrouve un petit peu de cet humour-là, justement, de ce Hawkeye qui est vraiment dans la suite directe du Hawkeye de Fraction, qui a évolué vers celui de Rosenberg. On retrouve une Black Widow qui est plus terre à terre, qui est pas dans la frime, qui est pas dans le côté justement l'espionne sexy, sensuelle et compagnie. Là, c'est plus une tueuse, une vraie tueuse, et qui est prise au sérieux. Encore une fois, on va un peu grossir son importance, parce qu'il y a quand même beaucoup de vilains qui se mettent ensemble pour essayer de la défourailler. Avec ce côté un peu total recall, on va dire, de j'ai une vie parfaite alors qu'en vrai je suis une super espionne et c'est pas logique, entre guillemets, qu'est-ce qui m'arrive. Pareil, un petit côté aussi la mémoire dans la peau, où en fait elle sait faire un truc d'espionne alors qu'elle est pas censée le faire, etc. Graphiquement c'est cool, on se disait en micro que ça ressemblait beaucoup à Joel Jones au niveau du trait. Le trait de Casagrande, justement, avec cette espèce de contour assez épais, cet usage des plages de couleurs différenciantes, on va dire, avec une petite nappe de violet, de rouge, de noir et compagnie. C'est très joli à regarder, je trouve. Il y a un peu de David Ara aussi, notamment quand Hawkeye combat, les références sont évidentes, mais pas que d'ailleurs. Il y a aussi des références à la façon dont Mike Del Mundo avait illustré Elektra, tu vois, pareil, avec ces séances de tuerie en groupe et tout, où elle passe d'une case à l'autre, etc. Donc graphiquement, c'est intéressant. Au niveau du scénario, moi, j'avoue, je trouve ça un peu... c'est bien, hein, c'est original, etc. C'est cool de mettre Natasha dans cette position-là, justement, qui change vraiment le statu quo, et de l'assumer pour de vrai, en plus. Mais derrière ça, j'ai un peu du mal à ne pas me dire que on commence peut-être à manquer un peu d'idées, et qu'au final, l'arc est sympathique, mais
c'est pas beaucoup plus sympathique que Freefall, c'est pas beaucoup plus sympathique que ces histoires-là, justement, ces mini-séries sur des c'est pas une mini-série en l'occurrence, mais sur des personnages après, voilà, qui ont déjà beaucoup vécu et dont en fait on essaie de trouver l'essentialité, tu vois, qu'est-ce qui les définit en tant que personnage, qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore intéressants à suivre, en dépouillant un peu tout l'univers qu'il y a autour, en faisant juste un truc très dirigé avec une galerie de personnages très proches d'eux. De dialogue efficace, des situations très action, etc. C'est un peu comme Black Cat, tu vois. En fait, il y a une nouvelle école maintenant chez Marvel qui est en fait de faire des séries qui justement cherchent moins à avoir une sorte de très longue trame et plus de représenter les héros, de faire un truc qui peut être très autocontenu, que tu peux lire en album justement juste après, même si t'es un nouveau et compagnie, qui trouve toujours une sorte de petit twist, tu vois. Black Cat, c'était par exemple le fait que maintenant il dirige une équipe. Freefall, c'est le côté, maintenant il va affronter un mec qui lui met vraiment des bâtons dans les roues, il va devoir quitter un peu la légalité. Tales of Suspense, c'était ça aussi, tu vois, c'était côté genre on recrée une sorte de petite fédération de personnages sans forcément aller très très loin et compagnie. Et donc voilà, c'est du Marvel très accessible, efficace, mais c'est pas renversant. Pour moi, c'est pas renversant du tout. À part si on aime bien effectivement ce style graphique qui est, je trouve, très agréable. Mais derrière, une fois en fait que t'as compris comment ça allait s'articuler, c'est très facile de voir comment ça va finir. Donc dans l'ensemble, moi je la recommande si on veut lire du Black Widow. Je trouve que Mark Waid et Chris Samnee faisaient un meilleur travail, on va dire, dans le côté espionnage. Mais bon, c'est Mark Waid et c'est Chris Samnee, évidemment. Je trouve quand même que c'est mieux que ce que fait généralement Thompson, qui, à mon sens, a jamais été aussi forte que ce qu'elle avait fait, pareil, sur Hawkeye avec Fraction à côté. Dans l'ensemble, c'est bien. C'est déjà pas mal, tu vois. C'est du mainstream qui est bien, entre guillemets, avec un produit de commande et compagnie. Mais c'est pareil, tu vois. Je suis en train d'y penser, Taskmaster de Jed McKay, c'est pareil. Tu vois, si on entrefait une histoire autocontenue qui va être un truc à coup de dialogue mitraillette, le US Agent aussi, tu vois, c'est leur nouveau truc maintenant. Ils font des petites histoires avec des personnages qui combattent, beaucoup d'action, quelques dialogues, un peu d'humour et une intrigue qui vraiment est très prévisible. Ouais, sauf qu'après ça va quand même continuer parce qu'il y aura un tome 2 parce que justement c'est une intrigue de long terme qui se tisse. Après c'est vrai que ça a l'avantage en tant que tome 1 d'être relativement autocontenu et que tu pourrais juste le prendre et t'arrêter là. Ça te fait quand même aussi un bon point d'entrée en fait sur le personnage en te proposant, pour ceux qui connaissent par contre le personnage depuis longtemps, une situation relativement inédite par rapport à elle et qui permet de la faire progresser. Après, je trouve à titre personnel que tu insistes pas assez sur Helena Casagrande qui est en fait, parce que moi je la suivais pas énormément parce qu'elle a pas fait énormément de trucs forcément chez les éditeurs auxquels on s'intéresse en général. L'affiliation à Joel Jones elle est évidente et elle crève les yeux. Alors moi je suis un gros Joel Jones fan donc effectivement premier côté et en fait et en recherchant de nouveau sur ce qu'elle avait fait avant, elle avait effectivement illustré le Catwoman de Joel Jones pendant 2 numéros avant que ce soit Fernando Blanco qui reprenne vraiment le truc et je te jure en vrai que quand tu passes genre c'est numéro 12-13 tu fais juste 11 et 12 ou donc tu fais la transition genre Jones Casagrande limite si tu vois pas les noms tu captes pas forcément la différence parce qu'il y a une vraie filiation entre les deux, enfin il y a un vrai presque mimétisme et tout ça. Après l'ancrage un peu moins présent quand même chez Casagrande mais dans l'esthétique c'est la même chose et c'est beau franchement c'est super beau et puis vraiment elle a des composition de planches, des choix de cadrage et tout. Il y a des dingueries de perspective ou de placement. Moi, je comprends que ça ait gagné l'Eisner Award de la nouvelle meilleure série. Peut-être pas forcément sur le scénario, effectivement, qui réinvente pas la roue. Mais par contre, c'est sûr que si tu te dis, ouais, je vais mettre au comics une nouvelle série, je veux un truc qui soit accessible, qui soit un bon point d'entrée pour un personnage, qui mette une héroïne aussi en avant, pourquoi pas, avec une équipe féminine aussi, comme ça, qui est quand même relativement rare dans l'industrie. Je pense qu'il y a aussi ça qui est un petit peu joué, mais surtout qui te met quand même une volée de bois d'un point de vue graphique. Vert. Une volée de bois vert. Ouais, une volée de bois vert. Une volée de bois, c'est juste une volée de bois. Prends du bois. Non, mais voilà, enfin, il y a vraiment, moi, je te dis, il y a des doubles plats, il y a des spreads ou des splash pages où j'ai fait, ah, oui, ok, d'accord, ok, il faut que je m'intéresse plus, en fait, à ce que fait Casagrande parce que clairement, elle a un niveau assez dingue en fait pour tenir ça en plus sur de l'ongoing. Donc non moi franchement je trouve que c'est mérité pour le coup. En tout cas, je comprends largement pourquoi ça a pu séduire les jurys de ceux qui ont voté pour les Eisner. Parce que tu vois quand même pas ça forcément dans toutes les séries mainstream qui sortent. Hein. Ouais, c'est ouais. Non, franchement, non, mais regarde, c'est pas que l'artiste, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais c'est un ensemble. Mais après, je trouve que le plot, il est bon. Kelly Thompson
alors c'est vrai que toi tu l'apprécies moins que moi, mais Jessica Jones aussi, c'était de la très très bonne qualité. West Coast Avengers, c'était fun, c'était pas extraordinaire, mais c'était quand même plutôt fun. Son Captain Marvel s'en sort relativement bien pour un titre. Oh non, c'est chiant son Captain Marvel. Non, il y a des arcs qui sont vraiment moi franchement, j'ai lu 2 tomes, je crois, je me suis fait chier. Hein. Deadpool, c'est pas terrible, par contre, c'est sûr que ça. Je croyais que ça avait bien commencé pourtant. Bah, c'était marrant, l'arc de Monster Island. De toute façon, ça s'est arrêté au numéro 10 après, je crois, ça a pas fait long feu, quoi. Donc, non, mais après, c'est, pour le coup, son Black Widow est quand même dans le haut du panier c'est une des scénaristes qui est dans le haut du panier de chez Marvel pour les bonnes salariés, les bons salariés, on va dire. Mais, non, moi, c'est juste, le prix d'un Eisner pour ça, je sais pas si ça vaut la peine, mais en dehors, ça reste une très bonne lecture, ça reste une bonne lecture en mainstream sur des héros, c'est rigolo parce que maintenant Marvel soigne moins les street level que les tactical level, enfin les tactical on va dire. Ouais. Là pareil, je t'écoutais parler et je pensais aussi, il y a un truc qu'elle a piqué un peu, je pense à Joelle Jones, c'est les tenues. C'est que t'as toujours une Black Widow qui a toujours des fringues super stylées, où elle met une vraie élégance, tu vois, avec des longues jambes et un truc qui fait female gaze, je trouve, en dessin, c'est-à-dire qu'elle fait du sexy sans tomber dans le graveleux, tu vois, c'est pas du 90, pour le coup, c'est pas du Bisley. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a une vraie proximité entre les deux. Peut-être qu'un jour, elle fera du Wonder Girl, et Arnaud, du coup, à ce moment-là, pètera un câble, explosera, et il aura disparu après, il ne le verra plus jamais. C'est vrai. Il ne sera plus que fandom. Très bien. Ah, donc, on vous recommande ça. Si ça vous intéresse, c'est disponible chez Panini. On passe maintenant du côté de Bliss Edition pour aborder une série Valiant. Donc, c'est la dernière série en date sur Docteur Mirage, donc, qui est écrite par Magdalene Visaggio et qui est dessinée par Nick Roberts. Donc, pour vous refaire dans l'univers Valiant, Docteur Mirage, c'est Shan Fong. Donc, c'est une personne qui a le pouvoir de parler aux morts et généralement de se déplacer un peu entre les dimensions du monde tel qu'on le connaît et des différents plans astrales et d'aller dans le royaume des morts. Il y avait une première, un premier volume qui était sorti chez Bliss qui compilait les 2 premières mini-séries où, grosso modo, en fait, le principe c'était qu'elle pouvait parler aux morts sauf à son mari qui était mort. Et en fait, dans le premier volume, grosso modo, elle essayait d'en retrouver la trace et de pouvoir être à son contact. Et là, en fait, cette mini-série nous met comme postulat de départ qu'à un moment du jour au lendemain, Docteur Mirage n'est plus capable de parler aux morts, ni même à son mari, à plus personne. En fait, elle a perdu limite ses pouvoirs et elle va comprendre, et donc c'est pas un spoil, très rapidement qu'en fait, elle est elle-même morte. En tout cas, elle est dans le royaume des morts. Et donc arrive un personnage qui va arriver pour la guider, pour qu'elle puisse retrouver ses capacités, pour qu'elle puisse retourner dans le monde des vivants, qu'elle puisse juste retourner à sa vie normale aussi, retrouver son mari. Et voilà, et donc on va suivre les périples dans un univers qui va permettre à Nick Roberts d'illustrer tout un tas de concepts de cités, de divinités qui empruntent beaucoup au mysticisme, on va dire égyptien. Ça fait très mythologie égyptienne pour le coup. Enfin, il y a littéralement des figures déiques qui sont repris de l'iconographie égyptienne. C'est très... Non, je le dis encore, c'est très 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 beau. Nick Roberts fait un travail qui est absolument dingue sur les planches. C'est vraiment... Franchement, il y a vraiment c'est pareil. Il y a parfois des moments où tu t'arrêtes et tu essaies de regarder juste la composition, tu essaies de voir comment il a dessiné ça, comment il a placé les architectures, les éléments. C'est vraiment, en plus, il y a un imaginaire du coup qui est vraiment détonnant, qui est super riche visuellement. Et pour le coup, en plus, Visaggio fait un très bon boulot aussi. Dr. Mirage fait partie, franchement, de ces petits personnages un petit peu, c'est pas les plus connus de chez Valiant. En plus, clairement, il me semble que la réinvention du Valiant moderne, en fait, parce qu'à la base, Dr. Mirage, il me semble que c'était un mec et que maintenant, donc du coup c'est un personnage féminin et qui en fait a jamais eu vraiment de downgoing, mais qui évolue par petites mini-séries à chaque fois et qui a cet avantage pour l'instant d'avoir toujours été bien pris en main, c'est-à-dire que les éditeurs ont fait leur boulot pour les placer entre les mains de personnes qui savaient écrire et dessiner, et qui a du coup une place assez unique dans cet univers. Vous n'avez vraiment pas besoin de lire autre chose chez Valiant pour aborder ce personnage. Il y a vraiment une accessibilité qui est assez importante par rapport à d'autres, tout simplement. Et alors grosso modo, c'est quand même un récit qui grosso modo parle du deuil, forcément, puisqu'on parle de mort, et qui clairement a un message qui serait similaire franchement à I Kill Giants, pour ne pas le citer, qui est un petit peu moins bien réussi dans l'exécution, clairement, peut-être parce que le côté très fantastique qu'il y a quand même beaucoup d'action aussi, empêche peut-être de laisser vraiment la sensibilité et l'émotion se placer au cœur des pages, et empêche d'être un peu très proche de Dr. Mirage, qui a quand même un caractère aussi un petit peu abrupt. Mais
une fois que tu lis la chose et que tu comprends un petit peu le message de l'autrice, je trouve que c'est quand même assez rondement mené. C'est un récit qui, en 5 numéros aussi, fait évoluer le personnage de façon assez importante, mine de rien, en instaurant là aussi un changement de statu quo qui, bien sûr, prépare le terrain pour la future série Dr Mirage ou tout autre qui sera basé voilà, dans cette partie un petit peu mystique de l'univers. Et du coup, ça fait partie, voilà, c'est vrai que la production Valiant a beaucoup diminué ces 2 dernières années, et en conséquence, les sorties de Bliss sont devenues aussi un peu plus éparses. Et donc, c'est vrai que y a des titres qui ont souffert un peu aussi, à la fois de la gestion éditoriale, parce qu'ils ont eu beaucoup de départs, beaucoup de d'arrivées de gens qui arrivent et de gens qui se cassent 4 mois après. Donc il y a eu pas mal, il y a quand même eu quelques titres qui étaient vraiment pas fameux. Enfin, c'est vrai que dans les derniers titres sortis en VF, genre Roku, c'était nul vraiment. Là, il y a le Bloodshot de Tim Seeley, on vous l'a déjà dit aussi en podcast, mais c'est quand même vraiment pas terrible. C'est les Psylords aussi, on en a déjà parlé. Psylords, c'était pas mal, mais Psylords, c'était pas mal. Là, Dr Mirage, c'est bien. Pour moi, ça fait partie de vraiment des dernières productions qui sont vraiment à lire. Clairement, c'est comme Fallen World, c'est vraiment dans le haut du panier de ce que Valiant a sorti c'est très joli. temps. Et ouais, enfin, d'un point de vue. Du peu que j'en ai vu, en tout cas, la description du monde, entre guillemets, dans lequel est Dr Mirage, très coloré. C'est rare qu'on voit justement cet univers-là représenté de cette façon. Ouais, parce que quand tu vas du côté de Shadowman et tout ça, en général, c'est un peu plus sombre, c'est plus très lugubre. Alors que là, il y a quelque chose du rose, du jaune, beaucoup de bleu aussi. Beaucoup d'aplats. Enfin, c'est rose et bleu beaucoup les premiers aplats. Et ouais, c'est un contrepoint intéressant justement au principe même de la nana qui parle aux morts. C'est en l'occurrence une bonne catabase, comme on dit nos autres littéraires, et Descente aux enfers. D'accord. Voilà. Et non, moi, je l'ai pas encore tout lu. J'ai lu que les numéros 1 et demi, on va dire. Mais c'est vrai que le synopsis est vraiment intéressant et c'est cool de voir, entre guillemets, un univers de super-héros qui s'autorise ce genre de petits moments un petit peu doux amers, un petit peu flottants, un petit peu vaporeux, en mode c'est quoi mourir, c'est quoi le deuil, c'est quoi le renoncement et tout. Je compte finir le livre. Voilà. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc, je lis très peu de Valiant. Et donc, on vous invite à découvrir ça aux éditions Bliss. Et on va terminer ce Back Issues en vous parlant d'une production 100% franco-française qui nous vient de chez Comics Initiative. Donc Comics Initiative qui fait souvent en fait qui ramène des comics qui viennent des États-Unis ou d'Angleterre. Et là par contre ils ont aussi de la création. Donc là on est sur un titre qui s'appelle Paria. Corentin, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce projet ? Tout à fait. Alors c'est un projet d'inspiration, on va dire steampunk, qui imagine un monde en France, dans Paris la Nouvelle, qui est un peu l'équivalent de Néo-Paris, on va dire, dans la fiction classique, dans lequel, entre guillemets, la France du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, après la révolution industrielle, se prépare à une série de changements, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu comme dans la vraie vie moderne, on va dire, des inégalités qui se sont creusées, un pouvoir présidentiel qui est de plus en plus contesté et qui réagit par la force aux manifestations, quitte à créer, en bombardant les manifestants justement d'une sorte de gaz qui provoque une sorte de nouvelle lèpre, des tonnes d'infectés, etc. Alors, en parallèle de ce contexte-là, il y a un personnage énigmatique qui est très riche, qui s'appelle Le Vieux, qui voulait depuis toujours en fait avoir un corps de super-héros rien qu'à lui, et qui va donc aller choper des espèces de forces de la nature, des espèces d'anomalies génétiques, pour créer un groupe de super-héros qui est très proche de la Ligue Gentleman Extraordinaire, puisque donc le contexte est la première itération de la Ligue, je précise bien, avec Mina Harker, avec le Dr Jekyll et compagnie. Et en fait, ces personnages-là vont être mis à l'effort d'une première mission qui va consister à aller s'introduire dans la fameuse exposition universelle qui s'était tenue vers Saint-Paul, au pied de la Tour Eiffel, où justement les populations qui avaient été colonisées par la France étaient exposées au regard de tous. Un passage très célèbre de notre histoire. Donc, en l'occurrence, au niveau inspiration, esthétique, etc., c'est très évidemment référencé à Mike Mignola, à Jules Verne aussi, puisque c'est un petit peu lui le père fondateur de cette espèce de première ébauche de science-fiction. On va suivre du coup principalement la vampire du groupe, on va dire, qui est un personnage qui a encore un passé assez mystérieux. Il y a également, bon, je vais pas tout vous gâcher, mais grosso modo, il y a une équipe qui est vraiment effectivement très proche de la première ligue Gentleman Extraordinaire. Esthétiquement, c'est aussi très proche de ce qu'avait fait Gabriel Bá sur Umbrella Academy, et de ce qu'a fait quelque part aussi
Eric Powell sur The Goon, puisque The Goon est une sorte de parodie méta et un dommage au travail de Mike Mignola. Et un petit peu aussi de Michael Avon-Oeming, je trouve, dans le trait. Je sais pas si Oui, un petit peu, ouais. Alors c'est plus noir, hein, évidemment, parce que c'est beaucoup de gris, beaucoup de rouge, des couleurs très, très descendues qui, je pense, sont là pour donner un petit peu justement l'ambiance d'une série un peu d'époque, avec ce côté un petit peu steampunk, des armures avec des grosses paluches où tu sens bien les rouages et la fumée qui jaillit et compagnie. Je trouve ça encore assez introductif. C'est un peu frustrant pour un premier tome parce que justement il y a beaucoup de trucs qui ont l'air très intéressants, très très étudiés. Hein. Tout à l'heure, pas du tout. Dans un autre podcast, on vous parlait de The Last God et de tout le travail de bonus qui avait été fait pour enrichir l'univers, densifier l'univers avec des nouvelles, des contes et compagnie. Là, c'est beaucoup d'articles de presse, c'est-à-dire que la BD commence par une sorte de frise chronologique qui détaille un petit peu comme dans Big G ce qui s'est passé pour que la France en arrive à ce point-là, et c'est entrecoupé d'expositions narrées par des articles de presse qui imitent les compos de l'époque. Il y a même un passage de dessin de presse qui est assez rigolo, qui revient sur l'enlèvement de la vampire. Donc c'est plutôt bien foutu, c'est très généreux en termes de fab, parce que derrière vous avez une postface, vous avez des croquis, des recherches, vous avez des fausses couvertures, on va dire, puisque c'est directement en album. Et c'est vraiment un bouquin qui est fait par des passionnés de comics, ça se sent, où les influences sont très évidentes, où l'univers est bien construit, bien nourri, bien riche, et où va se former la saga d'une équipe de super-héros malgré eux, dirigée par un salopard dictatorial qui juste veut se faire ce petit kiff d'avoir des surhommes, ou plutôt des mutants, ou plutôt des bizarreries de la nature opérer sous ses ordres. Donc c'est écrit par Tony Emerio, qui est notamment scénariste d'une série, je sais pas si tu connais, Sticky Pants, qui est en fait une série de strips humoristiques et très graveleux en fait, qui c'est grosso modo des histoires de cul avec les super-héros. Je sais plus si c'est chez les Requins Marteaux, mais c'est une genre dans une maison d'édition de ce genre-là, quoi. Voilà, c'est très très con et c'est très très marrant aussi. Et donc là, il est quand même dans un registre beaucoup plus sérieux, avec un projet qui a quand même été pensé. Alors c'est vrai que dans la préface, c'est Michael Jérôme qui est donc le directeur chez Comics Initiative, qui dit que c'est depuis novembre 2018 en fait que les bases du projet ont été pensées, et c'est quand même vachement marrant parce que quand t'as notamment l'introduction qui explique un peu le contexte de cette nouvelle Paris, tout ça, sur la répression de manifestations populaires par le gouvernement, enfin il y a quand même que la France n'a pas beaucoup changé depuis l'époque. Non mais c'est ça, disons que quand tu le lis vraiment là à l'été 2021, il y a vachement des trucs, tu te dis putain, je suis sûr il y a eu juste peut-être l'intro qui a été retravaillée sur certains aspects pour coller un peu plus à la réalité. Enfin j'ai l'impression, en tout cas ce sera des questions sûrement à aller poser à Tony, quoi. Et donc c'est dessiné par Boris Bezelin, qui a aussi fait un titre qui s'appelle Dis-non l'énigme de la Pérouse chez Glénat, que du coup je ne connais pas. Donc moi j'ai découvert vraiment ce duo. Enfin j'avais un petit peu lu Sticky Pants, mais c'est vraiment moi je découvre un petit peu ces deux artistes. Mais par contre pour le trait, je suis ultra fan de cette esthétique, quoi. Justement par rapport à tous les artistes américains que ça convoque, mais je trouve qu'il y a même quelque chose d'assez unique dans le trait. Tu vois, il y aurait même un trait, en tout cas avec l'ère de la vampirette, quelque chose de presque Darwin Cookien en fait, vraiment dans gros stimien en fait, tu vois, dans le visage, qui ou 619 quelque part aussi, avec cette espèce de côté un peu toon, où justement tous les personnages ont une morphologie différente, où c'est vrai, on va aussi, vraiment ça. au bout du délire de genre, parce que le but est effectivement de s'amuser avec des trucs qui ont déjà été faits. Moi je trouve que c'est un très bon album, un très premier album. Après, à mon avis, à part justement ce côté français et cette espèce de discours politique d'un monde post-Manuel Valls ou post-Emmanuel tout court, j'attends un petit peu de voir comment l'équipe va se décanter. Oui, la conférence, parce que c'est vrai que là, le seul écueil, alors heureusement c'est un album qui est très bien fourni en bonus, ça c'est cool, ça permet de compenser un petit peu le fait que, vu que ça introduit beaucoup, enfin que c'est beaucoup d'expositions, quand les choses démarrent, t'as un cliffhanger et c'est déjà fini en fait, et tu dis ah mince. Alors on sait que la campagne pour le tome 2 va arriver bientôt, et au contraire d'une production franco-belge, il n'y aura pas 2 ans d'attente entre deux albums, je crois, donc on devrait quand même avoir la suite assez rapidement. C'est vrai que moi j'étais juste un petit peu frustré, mais après c'est une bonne chose en général quand t'es frustré et que tu veux en voir plus, c'est qu'a priori t'as quand même été séduit par la proposition, et parce que c'est clairement c'est un univers qui me parle de ouf, parce que voilà toutes les choses que ça convoque, c'est des titres qui me plaisent à la base, et t'as envie d'en savoir plus, tout bien sûr, puis t'as envie de voir ce Paris néo Paris, néo Paris forcément ça évoque Akira ou ça évoque Remember Me, mais là voilà, néo steampunkien comme tu dis. Juste là quand ils vont près du Trocadéro et tout, et que t'as cette pleine page où tu vois un peu l'architecture, etc., c'est super joli. Moi c'est un environnement que j'aime beaucoup, qui me fascine.
Je pense que c'est vraiment un truc qui est très français, justement, ça, parce que c'est encore une fois l'héritage de Luc. Parce que la transition entre le 18e et le 19e, le 19e et le 20e siècle, justement, c'est un peu aussi un terrain à fantasme, tu vois. C'est là que on a plein de trucs comme Vidocq ou comme ça, plein de fictions un petit peu de genre qui s'installent. Parce que c'est une période qui est fascinante, parce qu'on commence à arriver au début de la civilisation contemporaine. C'est aussi là où les premiers criminels de masse arrivent. Il y a le complot, la Première Guerre mondiale, qui donne aussi des idées, etc. Et c'est un petit peu ce qu'avait fait Sherlock Holmes de Guy Ritchie, tu vois. C'est ce côté, on est dans la transition de la révolution industrielle, donc on peut s'amuser à mettre un petit peu de science-fiction dans un contexte rétro, c'est du rétrofuturisme, hein, littéralement, en maniant un petit peu des images politiques qu'on avait à l'époque, des conceptions politiques qu'on avait à l'époque. Là, quelque part, on a un petit peu aussi un discours social, puisqu'on voit il y a un homme noir dans l'équipe, et justement, le milliardaire, pour lui, il n'a même pas de nationalité, c'est juste un fils d'esclave, et il l'appelle avec le mot qu'il ne faut pas dire, qui est un truc pareil qu'avait fait aussi Alan Moore dans La Ligue, où justement, au-delà du côté prenons des héros de littérature et faisons-les combattre ensemble, un truc menaçant, il y avait ce côté aussi, c'était comment est-ce qu'on voyait à l'époque où ont été écrits ces bouquins, les gens autour de nous, tu vois, c'est-à-dire que les femmes, Mina Harker qui se prend plein la gueule, moi genre bah, c'était juste une gonzesse et tout, le vieil aventurier qui est en mode moi je suis un boomer, j'ai tout compris, j'ai tout fait et vous êtes des gros cons et tout, ou Hyde est un vrai violeur et tout, enfin. Donc c'est encore assez naissant tout ça, mais je pense que ça prend la bonne direction. Puis j'aime bien beaucoup le personnage du vieux qui est vraiment pour le coup ultra archétypal quoi, mais dans le genre qui fait juste qui a pas de justification, c'est juste j'ai toujours voulu et je peux me le permettre donc je le fais. Tu sais, Jeff Bezos il a pas de justification hein. Ouais c'est ça. Non, qui peut expliquer Jeff Bezos, tu vois. Pourquoi l'espace Jeff Bezos, mais je suis en vie, c'est tout, ferme ta gueule. C'est vraiment ce côté ultra ultra libéral capitaliste en fait du type qui fait juste les trucs parce qu'il peut se le permettre et qu'il en a rien à foutre des conséquences derrière et de ce que ça peut avoir comme retombée. Donc voilà, donc ce sera une série qui se fera sur 4 tomes. Donc le premier est sorti, c'est disponible donc dans la collection Mavericks de Comics Initiative et on vous invite à soutenir cette production française du coup parce que voilà nos artistes et nos auteurs ont aussi du talent, vous le savez, et on en a une nouvelle démonstration avec Paria tome 1. Et c'est là-dessus que nous allons conclure ce Back Issues de l'été de nouveau. On espère voilà que nos émissions vous plaisent toujours. N'hésitez pas à nous dire votre ressenti sur les BD qui ont été abordés, si vous les avez lus, si vous comptez les lire après qu'on en ait parlé. N'hésitez pas, voilà. Si vous trouvez que c'est scandaleux que My Hero s'évolue depuis Junkies et que 3,5. Maintenant qu'Arnaud a vu la lumière. Et n'hésitez pas donc à nous faire vos retours à la fois sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Et puis on vous rappelle que pour aider notre podcast, il faut partager le plus possible nos émissions. Ça fera croquer les éditeurs et toutes les équipes créatives concernées par les bouquins. Et puis voilà, ça fera croquer aussi un podcast fait avec la sueur de 2 indépendants plein de motivation et de passion qui bronzent sur un balcon. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour le prochain Back Issues. Salut.